Vous êtes-vous déjà demandé comment un verre de lait liquide, lourd et périssable peut traverser des océans, rester des mois dans un entrepôt, puis reprendre vie avec une cuillerée d'eau? On dirait une expérience de laboratoire, mais c'est de l'industrie à l'état pur. Dans une usine, des tonnes de lait frais pénètrent dans des conduites en acier, passent par la chaleur, le vide, des filtres, d'immenses tours, puis des courants d'air chaud, jusqu'à devenir une poudre fine, claire et étonnamment stable. Et le plus étonnant, c'est que l'usine ne transforme pas le lait en autre chose. Elle en retire presque toute l'eau, conserve les matières solides du lait et crée un produit capable de voyager bien plus loin que le lait ordinaire. Une goutte devient brume, la brume devient particule, et la particule retombe comme une pluie sèche à l'intérieur d'une tour métallique plus haute que de nombreux immeubles. Bienvenue sur la chaîne Usines et Secrets. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment des tonnes de lait frais entrent dans l'usine, traversent chaleur, vide, pression, puis une impressionnante tour de séchage jusqu'à devenir cette poudre claire en apparence si simple, capable de voyager pendant des mois avant de retrouver sa place dans un verre. Si vous avez vu notre épisode précédent, vous avez découvert comment le travail des abeilles transforme le nectar en miel, sans moteur, sans commande, avec des milliers d'abeilles à l'intérieur d'une véritable usine vivante. Ici, c'est presque l'inverse. Le lait quitte les exploitations encore frais et entre dans une usine remplie de machines gigantesques, de chaleur et de vide pour devenir une poudre qui se conserve pendant des mois. Et avant d'aller plus loin, vérifiez que vous êtes bien abonné à Usines et Secrets, car aujourd'hui, nous allons répondre à l'une de ces questions qui restent dans un coin de la tête. Comment un aliment frais, tout juste trait et si facile à altérer, peut-il devenir une poudre qui se conserve pendant des mois avant de redevenir du lait dans un verre? Vous allez découvrir que cette transformation n'est possible que grâce à l'une des opérations les plus précises de l'industrie agroalimentaire. Tout commence bien avant la tour de séchage. Le lait quitte les exploitations dans des camions-citernes isothermes, refroidis afin de limiter la prolifération des micro-organismes et de préserver ses qualités. À son arrivée à l'usine, il n'est jamais envoyé directement sur la ligne de production. Il passe d'abord par toute une série d'analyses. Les techniciens contrôlent la température, l'acidité, la teneur en matière grasse, la présence éventuelle de résidus indésirables, la densité et la qualité globale. Un seul lot non conforme peut compromettre des milliers de litres. L'entrée de l'usine agit donc comme un véritable poste de contrôle. Une fois validé, le lait circule dans des conduites fermées, sans aucun contact avec l'air ambiant. C'est l'un des aspects les plus invisibles lorsqu'on regarde le produit fini. Aucun seau ouvert, aucun lait laissé dans une cuve improvisée. Le flux est piloté par des pompes, des capteurs, des vannes et des écrans de contrôle numérique. Dans les grandes unités de production, le lait semble parcourir une véritable ville métallique, où des avenues d'acier inoxydable acheminent la matière première d'une étape à l'autre. À ce stade, l'usine doit prendre une décision essentielle. Quel type de lait en poudre va-t-elle produire? Le lait entier en poudre conserve une partie de sa matière grasse naturelle. Le lait écrémé en poudre, lui, passe par une étape de séparation afin d'en réduire la teneur. Ce choix modifie le goût, les usages, la stabilité et la destination commerciale du produit. Une usine peut produire de la poudre destinée à la consommation courante, au chocolat, aux biscuits, aux glaces, à la boulangerie-pâtisserie, aux préparations infantiles et à bien d'autres recettes. Le détail le plus impressionnant, c'est que le lait est constitué en grande majorité d'eau. Fabriquer du lait en poudre revient donc avant tout à mener une véritable bataille contre cette eau. Mais l'industrie ne peut pas se contenter de tout faire bouillir dans une cuve géante, car une chaleur excessive altérerait le goût, la couleur, les protéines et la solubilité. Tout l'enjeu consiste à extraire l'eau efficacement sans détériorer les composants les plus fragiles du lait. Après la réception et la standardisation vient la pasteurisation. Le lait est chauffé pendant une durée précisément contrôlée afin de réduire la charge microbienne et de rendre le procédé plus sûr. Il est ensuite préparé pour l'étape qui change complètement la donne, la concentration.
Jusqu'ici, il ressemble encore à du lait. Ensuite, il commence à prendre la consistance d'un liquide plus dense, presque comme un sirop lacté, prêt à entrer au cœur de l'usine. Et voici le détail essentiel. Le lait en poudre ne naît pas sous forme de poudre. Il naît d'abord sous forme de lait concentré. L'usine retire d'abord une grande partie de l'eau dans des évaporateurs en combinant chaleur et vide avant d'envoyer le produit vers le séchage final. Sans cette étape, la tour consommerait beaucoup trop d'énergie et son rendement serait nettement inférieur. Imaginez une succession d'immenses cylindres fonctionnant comme les poumons de l'usine. Le lait y entre fluide et léger. Peu à peu, il perd son eau sous forme de vapeur. Comme le système fonctionne sous vide, l'évaporation se produit à des températures plus modérées qu'à pression normale. Cela permet de mieux préserver la saveur et la qualité, tout en réduisant la consommation d'énergie. À l'intérieur de ces évaporateurs, rien n'est laissé au hasard. Le lait forme de minces films sur les parois chauffées ou circule selon des trajectoires conçues pour augmenter au maximum la surface de contact. Plus le liquide est réparti finement, plus l'eau s'échappe facilement. La vapeur produite à une étape peut ensuite servir à chauffer la suivante, créant ainsi une récupération intelligente de l'énergie. C'est comme si le souffle d'une machine venait alimenter la suivante. Sur certaines lignes, cette concentration s'effectue dans des évaporateurs à effet multiple, une succession d'étapes qui exploitent davantage la vapeur et limite les pertes d'énergie. Pour l'usine, économiser de l'énergie à ce stade signifie réduire les coûts, rendre la production plus régulière et limiter l'impact thermique sur le lait. À ce stade, la texture change complètement. Le lait cesse de ressembler à une boisson et devient un concentré. Il est plus visqueux, plus dense et beaucoup plus riche en matière solide. L'industrie surveille en permanence la teneur totale en matière sèche, car une concentration insuffisante surcharge le séchage, tandis qu'une concentration excessive rend le pompage plus difficile. L'objectif est de trouver le point exact où le produit circule encore correctement dans les conduites, tout en ayant déjà perdu suffisamment d'eau pour entrer efficacement dans la tour. C'est justement sur ce point que beaucoup se trompent. On imagine parfois que le lait en poudre serait simplement du lait chauffé jusqu'à sécher, puis raclé sur une surface brûlante. Il existe bien certains procédés anciens utilisant des cylindres chauffés, mais pour les poudres laitières modernes, la technique la plus courante est le séchage par atomisation, également appelé spray drying. Dans ce procédé, le liquide concentré n'est pas étalé sur une surface pour y être desséché. Il est pulvérisé en minuscules gouttelettes au cœur d'un courant d'air chaud. Avant d'entrer dans cette tour, l'usine peut encore ajuster la composition. Elle peut standardiser les protéines, les matières grasses, le lactose et d'autres composants selon le produit recherché. Dans le cas du lait entier en poudre, la matière grasse demande une attention particulière, car elle influence le goût, les arômes et la durée de conservation. Pour le lait écrémé, les priorités changent. Solubilité, couleur, comportement dans les recettes et réaction à la chaleur deviennent déterminants. Et si vous aimez découvrir tout ce qui se cache derrière les usines, pensez à laisser un like, car ce type de procédé montre à quel point un aliment aussi courant repose sur de l'ingénierie, de l'énergie, des calculs et un contrôle extrêmement précis. Une simple poudre dans un paquet est en réalité l'aboutissement d'une longue succession de choix industriels que l'on ne voit jamais sur l'étiquette. Le concentré passe maintenant par des filtres puis rejoint les cuves d'alimentation. Il doit arriver dans la tour dans des conditions parfaitement stables. Température, pression, viscosité et débit doivent fonctionner en parfaite harmonie. Si l'un de ces paramètres se dérègle, les gouttelettes peuvent devenir trop grosses, trop fines, trop humides ou se dessécher excessivement en surface. C'est un peu comme régler un pulvérisateur gigantesque où chaque goutte doit sécher exactement au bon moment. Puis vient la scène la plus spectaculaire de toute la production. Tout en haut de la tour de séchage, le lait concentré est atomisé. Atomiser consiste à fragmenter le liquide en une brume de gouttelettes extrêmement fines. Cette opération peut être réalisée à l'aide de buses haute pression ou de disques rotatifs tournant à très grande vitesse. L'objectif est de créer une immense surface de contact entre le lait et l'air chaud. Plus la goutte est petite, plus l'eau s'évapore rapidement. Imaginez une serviette mouillée laissée plier, puis une autre complètement déployée sur un fil à linge. Celle qui est ouverte sèche plus vite parce qu'elle expose une plus grande surface à l'air. Dans la tour, le principe est similaire, mais poussé à l'extrême. Le lait cesse d'être un liquide épais pour devenir un véritable nuage.
Chaque gouttelette transporte de l'eau et les matières solides du lait. Au contact de l'air chaud, l'eau s'évapore presque instantanément, tandis que les matières solides se transforment en particules sèches. Et voici un détail qui peut sembler paradoxal. L'air est chaud, mais le produit ne cuit pas forcément comme on pourrait l'imaginer. Pendant l'évaporation, l'eau qui quitte la goutte absorbe une grande partie de l'énergie thermique, ce qui contribue à protéger la particule. Voilà pourquoi, lorsqu'il est parfaitement maîtrisé, le séchage par atomisation est considéré comme relativement doux pour les ingrédients sensibles. La tour est aussi haute parce que chaque goutte a besoin d'un certain temps de chute. Elle entre sous forme de brume, sèche en tombant ou en circulant avec l'air, puis atteint le fond sous forme de poudre. Si elle tombe trop vite, elle reste humide. Si elle demeure trop longtemps dans la tour ou reçoit trop de chaleur, sa qualité peut se dégrader. Tout repose sur une chorégraphie extrêmement précise entre la gravité, l'air, la température et la taille des particules. L'opérateur ne regarde pas à l'intérieur de la tour comme on surveillerait une casserole. Il contrôle tout depuis des écrans. Des capteurs mesurent la température de l'air à l'entrée et à la sortie, la pression, l'humidité, le débit et le comportement général du système. De très faibles variations peuvent modifier la poudre finale. Un lot destiné à être reconstitué en boisson doit se dissoudre facilement. Un lot destiné au chocolat doit bien se comporter au mélange. Un lot destiné à la boulangerie-pâtisserie doit offrir un résultat prévisible dans la pâte. Et voici une particularité étonnante. La poudre issue du premier séchage n'est pas toujours prête à être conditionnée. De nombreuses usines utilisent des lits fluidisés, dans lesquels la poudre subit une dernière phase de séchage et de refroidissement. Le terme paraît technique, mais l'image est simple. Des courants d'air font se comporter les particules presque comme un liquide en ébullition. Elles restent en suspension, se déplacent, perdent leur humidité résiduelle et atteignent une température adaptée au stockage. Cette étape permet de limiter la formation de blocs, d'améliorer la stabilité et de préparer la poudre à la manutention. Une poudre encore trop chaude dans son emballage peut provoquer de la condensation. Trop humide, elle risque de former des grumeaux. Trop fine, elle peut générer trop de poussière, compliquer le conditionnement et se dissoudre différemment. L'usine cherche donc cet équilibre précis où chaque particule paraît minuscule, alors qu'elle concentre derrière elle une impressionnante maîtrise technologique. Et vous, pensiez-vous que le lait en poudre n'était pas du vrai lait ? Ou aviez-vous déjà réalisé qu'il s'agit du même lait frais auquel on a simplement retiré presque toute son eau ? Dites-le moi dans les commentaires. Après le séchage vient une étape qui fait toute la différence entre une poudre ordinaire et une poudre vraiment appréciée par le consommateur, l'instantanéisation. Beaucoup ont déjà vu du lait en poudre former de petits grumeaux dans l'eau. Cela arrive parce que des particules très fines peuvent s'humidifier en surface, se coller entre elles et empêcher l'eau de pénétrer correctement à l'intérieur. Pour améliorer la dissolution, l'industrie peut agglomérer les particules afin de former des granulés plus gros et plus poreux. C'est un peu comme transformer une poussière très fine en flocons parfaitement contrôlés. Ces agglomérats créent de petits espaces internes qui permettent à l'eau de mieux pénétrer. Le résultat est une poudre qui s'immerge, s'humidifie et se disperse plus facilement. Dans certains produits, de faibles quantités d'émulsifiants autorisés peuvent également être utilisés pour améliorer la reconstitution, notamment lorsque la poudre contient des matières grasses, car l'eau et la graisse ne se mélangent pas naturellement sans aide. Le lait en poudre passe ensuite à travers des tamis industriels. Ils éliminent les gros grumeaux, homogénéisent la granulométrie et empêchent les particules hors normes de poursuivre leur chemin. Des aimants et des détecteurs peuvent également protéger la ligne contre d'éventuels fragments métalliques. Ce niveau de contrôle peut sembler excessif, mais il prend tout son sens. Lorsqu'une usine traite des volumes immenses, le moindre détail peut se transformer en problème majeur. Le laboratoire poursuit lui aussi ses contrôles. Des échantillons sont prélevés pour mesurer l'humidité, la teneur en matières grasses et en protéines, l'acidité, la solubilité, la présence de particules brûlées, la charge microbiologique et bien d'autres caractéristiques. La couleur compte également. Un lait en poudre trop foncé peut révéler un traitement thermique inadéquat ou des réactions indésirables. Une odeur inhabituelle peut signaler une oxydation, surtout dans les produits contenant des matières grasses. L'emballage constitue un autre chapitre essentiel. Une fois le lait en poudre fabriqué, ses ennemis ne sont pas seulement les mois qui passent. Ce sont aussi l'humidité, l'oxygène, la chaleur et la lumière.
C'est pourquoi de nombreux emballages intègrent des barrières contre la vapeur d'eau et l'air. Dans les boîtes ou les sachets les mieux protégés, l'industrie peut limiter le contact avec l'oxygène afin de préserver les arômes et de ralentir l'oxydation des matières grasses. Le conditionnement s'effectue sur des machines très rapides, avec un dosage d'une grande précision. La poudre tombe dans des boîtes, des sachets ou de grands sacs destinés à l'industrie agroalimentaire. Des balances contrôlent le poids. Les machines de scellage referment les emballages. Les numéros de lot et les dates sont imprimés afin d'assurer la traçabilité. Si un problème est détecté par la suite, l'entreprise doit pouvoir retrouver le jour de production, la ligne, l'équipe et la matière première concernée. Cette traçabilité est l'un des éléments les plus importants, et pourtant l'un des moins visibles. Le paquet posé dans un rayon semble anonyme, mais il possède en réalité une véritable identité industrielle. Derrière un simple code se cachent des informations sur les fournisseurs, les analyses de laboratoire, les températures, les horaires, les opérateurs, les cuves et les équipements. C'est ainsi que toute la chaîne peut enquêter sur une anomalie et protéger le consommateur. Entre deux productions, les installations subissent également un nettoyage rigoureux. Les lignes utilisées pour le lait ne peuvent pas être traitées comme de simples canalisations. Des systèmes de nettoyage en place font circuler des solutions spécifiques dans les cuves, les vannes et les conduites, sans devoir tout démonter à chaque cycle. Viennent ensuite les rinçages, les contrôles et l'autorisation de redémarrer. L'objectif est d'éliminer les résidus organiques susceptibles de nourrir des micro-organismes ou de contaminer le lot suivant. Un autre mythe consiste à croire que le lait en poudre se conserve longtemps grâce à de puissants conservateurs. En réalité, sa principale protection vient de sa très faible teneur en eau. Lorsque l'eau disponible devient rare, de nombreux micro-organismes ont beaucoup plus de mal à se développer. Cela ne rend pas pour autant le produit indestructible. S'il est mal conservé, s'il absorbe de l'humidité ou reste exposé à la chaleur, il peut s'agglomérer, perdre ses qualités gustatives et se dégrader. Voilà pourquoi il est important de bien refermer l'emballage après utilisation. Lorsqu'un paquet reste ouvert, la poudre absorbe progressivement l'humidité présente dans l'air. Ce produit parfaitement sec, soigneusement protégé à sa sortie de l'usine, commence alors à réagir avec l'atmosphère de la cuisine. Et lorsque l'air ambiant est humide, le phénomène devient encore plus marqué. Une fois conditionné, le lait en poudre est placé en carton, sur palette, puis envoyé vers les centres de distribution. C'est ici qu'apparaît l'un des grands avantages qui ont permis à ce produit de conquérir le monde: le transport et le stockage. Le lait liquide occupe davantage de volume, pèse plus lourd à cause de l'eau et nécessite souvent une chaîne du froid. La poudre concentre les nutriments dans un espace réduit et facilite l'expédition vers des régions éloignées, des programmes alimentaires, des industries ou des zones où il est plus difficile de conserver du lait frais. Mais le voyage n'est pas encore terminé. Avant d'être commercialisés, certains lots peuvent rester en quarantaine dans l'attente des derniers résultats du laboratoire. Ce n'est qu'après validation qu'ils sont autorisés à quitter l'usine. Pour le consommateur, on pourrait croire que l'usine s'est contentée de remplir un emballage. Pour l'industrie, chaque paquet marque l'aboutissement d'une longue succession de décisions commencées à la ferme et achevées avec un produit sec, précisément dosé et entièrement traçable. Au fond, le secret du lait en poudre repose sur un mélange de simplicité et de précision. Simplicité parce que le principe consiste essentiellement à retirer l'eau. Précision parce qu'éliminer cette eau sans altérer la qualité exige une maîtrise rigoureuse de la température, du vide, de la pression, de l'atomisation, des flux d'air, de l'humidité, du conditionnement et de l'hygiène. Toute une ingénierie dissimulée dans une seule cuillerée. Et le lait en poudre ne se limite pas au verre de lait. On le retrouve dans le chocolat, le pain, les glaces, certaines boissons instantanées et de nombreux autres produits industriels, car il est plus facile à transporter, à stocker et à utiliser que le lait liquide. Plutôt que de faire circuler des camions transportant essentiellement de l'eau, de nombreuses usines reçoivent un ingrédient sec, standardisé et prêt à être incorporé avec précision dans chaque recette. Et lorsque vous mélangez la poudre avec de l'eau chez vous, vous reproduisez en sens inverse une partie du travail effectué à l'usine. L'industrie a retiré l'eau grâce aux évaporateurs et à l'air chaud. Vous la réintroduisez avec une cuillère et quelques mouvements. Bien sûr, le produit reconstitué ne restitue pas exactement toutes les caractéristiques du lait frais d'origine, mais il montre à quel point la technologie peut transformer un produit périssable en un aliment pratique et facile à conserver. La prochaine fois que vous regarderez une boîte ou un paquet de lait en poudre, pensez à toute la tour invisible qui se cache derrière.
Pensez aux camions-citernes réfrigérés, aux analyses de laboratoire, au vide qui aspire la vapeur, aux nuages blancs qui retombent dans une immense chambre, aux capteurs qui corrigent le moindre écart et aux particules refroidies avant de parcourir des centaines de kilomètres. Ce qui semblait être un produit très simple est en réalité l'une des réponses les plus ingénieuses de l'industrie à un problème ancien. Comment transporter le lait plus loin, le conserver plus longtemps et réduire les contraintes logistiques? L'usine ne cherche pas à défier la nature du lait. Elle apprend à la maîtriser, retire son élément le plus fragile, l'eau, et obtient ainsi un ingrédient capable d'attendre bien plus longtemps que sa version liquide. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, profitez-en pour vous abonner à Usines et Secrets, car de nombreux produits de notre quotidien cachent encore des procédés industriels absolument fascinants. Et dites-nous dans les commentaires, quelle étape vous a le plus surpris? L'évaporation sous vide, la tour de séchage, l'instantanéisation ou le contrôle qualité? Après cette vidéo, même ce simple paquet posé dans votre cuisine vous semblera probablement beaucoup plus complexe. Et si vous pensez avoir déjà tout vu, vous n'imaginez pas encore l'usine que nous avons dévoilée dans notre dernier épisode. Il apparaît déjà sur votre écran? Cliquez et venez avec moi découvrir un nouveau secret caché ici, sur Usines et Secrets. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve juste après.